Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est un anniversaire. Il y a un an, le gouvernement dictatorial de Bachar el-Assad tombait en Syrie et une coalition d'insurgés islamistes et de djihadistes prenait la capitale Damas. Un an plus tard, les Syriens fêtent leur libération, mais pas forcément leur libérateur. قبل كانت الشام ما فيك تمشي خطوتين ما فيك تحكي ولا كلمة. يعني أجواء فرح وسعادة وفخر وأمل كمان بكل شيء قادر وبلد يعني كلنا نعلم المصاعب اللي موجودة فيه. À quoi ressemble la Syrie du président par intérim Al-Shara? Quelle place pour les minorités, pour l'opposition, pour les femmes? Les promesses d'ouverture démocratique ont-elles fait long feu? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. La France vient de rendre officiellement les fossiles d'un dinosaure à la Mongolie, des fossiles qui avaient été saisis par les douanes au Havre. Précisément, il s'agit d'un Tarbosaurus, un cousin du tyrannosaure, évidemment. Elisabeth, on parle du T-Rex, Direx. Musique? Non, T-Rex. Et vous, Marie? On va fêter la Macarena, pas la chorégraphie, désolée Anna. Non, merci. La statue de la Vierge, icône de la ville de Séville, qui est de retour après une restauration particulièrement ratée, vous allez voir. Ah, alors à tout à l'heure, camarades. Et pour commencer, place aux deux héroïnes du seul film français dont le titre aura été trouvé par un enfant de 2 ans. Elle n'entend pas la moto. C'est ce que dit en effet le petit Mathéo à propos de sa mère Manon, qui est sourde de naissance. Sourde, mais guerrière et rayonnante. Et ce film documentaire est une incroyable saga familiale autour du handicap et de son dépassement. Nous retrouvons Manon Altazin et Dominique Fischbach, la réalisatrice, tout de suite. Bonsoir Manon Altazin, Dominique Fischbach et Donatella Charter, interprète en langue des signes pour Manon Altazin, qui est l'héroïne de votre film. Je vous présente à toutes les trois Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Et je vais poser une question à Manon Altazin parce que je crois que vous vous connaissez depuis 25 ans. Vous êtes fasciné par le tempérament de Manon Altazin qui vous a dit quand elle avait 11 ans, « Dis donc, t'es sourde !» Et vous avez été saisi par cet humour, votre humour de gamine, votre humour décapant, Manon Altazin. Quand j'avais 20 ans, j'étais petite. Quand je voyais Dominique qui parlait avec des expressions, et elle donnait envie de pouvoir se moquer d'elle. Et comme chez les filles, on était visuels. Et voilà. J'ai très bien entendu tout de suite. C'est ça. Et elle n'est pas si sourde que ça. Elle est même extrêmement sensible à vous et à votre histoire familiale. Manon Altazin, on va en parler dans un instant après votre profil idéal à toutes les deux réalisé par Gaël Legras. Manon Altazin, vous êtes sourde de naissance et avec le documentaire de Dominique Fischbach, nous entrons en immersion dans votre famille pour mieux saisir l'univers dans lequel vous avez grandi et les difficultés auxquelles vous avez été confrontées. Vous avez toutes deux le profil idéal. Aujourd'hui, Manon, vous avez 35 ans. Dominique Fischbach vous a déjà consacré des documentaires lorsque vous aviez 13 ans, 20 ans et 32 ans. J'aime cette jeune femme, elle me touche et m'impressionne, dit-elle à propos de vous. Aujourd'hui, dans Elle n'entend pas la moto, votre mère, votre père, votre compagnon, votre fils et des amis se réunissent dans le chalet familial. Vous y visionnez des petits films tournés pendant votre enfance. La voix n'était pas... Comment? La voix? Elle était... D'un jeune sourd, oui. D'une jeune sourde, oui. Puisqu'après, tu l'as beaucoup travaillé en orthophonie, avec l'implant. Vous évoquez aussi les multiples obstacles que vous avez dû franchir. Aujourd'hui, vous êtes une sportive accomplie, vous possédez un brevet de pilote et vous exercez le métier de kinésithérapeute depuis une dizaine d'années. Mais la famille est aussi réunie pour rendre hommage à votre petit frère Maxime, mort il y a 8 ans d'une surdose médicamenteuse. Qu'est-ce qu'il y a derrière pour toi, cette colère, c'est quoi? C'est-à-dire que quand je vois, il fait se battre au quotidien, et quand je vois Maxime casse 5 ans de moins que moi, dans les classes qui fermaient,
les moyens qui étaient menés, il n'a pas eu cette chose-là. Quant à vous, Dominique Fischbach, à l'occasion de la promotion de ce film qui sort en salle demain, vous ajoutez « Nous avons tous nos fragilités, nos impossibilités, mais cette fragilité tient aussi au manque d'écoute des institutions. » Manon Altazin, vous êtes sourde, vous êtes née sourde. La vie n'a pas toujours été facile, notamment à l'école, ou avec des parents d'élèves qui vous rejetaient. Et pourtant, vous êtes devenue une femme rayonnante et vous êtes kinésithérapeute, autrement dit, vous faites du bien aux autres. Vous les aidez à se tenir littéralement et au sens figuré debout. Comment est-ce possible ? Oui, effectivement, la vie a un parcours avec beaucoup d'obstacles. Mais j'ai toujours trouvé le moyen de contourner ces obstacles. Et ce qui m'a aidée vraiment, c'est le lien familial. Il y a toujours eu un soutien énorme, une entraide entre nous. J'ai croisé des personnes de valeur rares qui ont saisi les compétences que je pouvais avoir pour continuer à m'accompagner. Par exemple, lorsque j'ai voulu, quand j'avais des cours de français, en fait, j'avais un bon niveau et je voulais toujours plus, on voulait m'apprendre toujours plus de vocabulaire pour que je puisse évoluer. C'était important, bien sûr, dans la société, de pouvoir avoir à ce moment-là le soutien de ma famille et de mes proches. Dominique Fischbach, vous, dans le film, vous faites entendre ce que Manon entend ou n'entend pas en jouant sur le son à plusieurs reprises dans le film. C'était important pour vous de nous associer à cela? Oui, j'ai travaillé le point de vue sonore de Manon dans certaines séquences. Pas sur tout le film, parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué pour les spectateurs, mais par moments, pour pouvoir comprendre quelle était sa façon d'entendre le monde, il a fallu jouer justement sur les distorsions, parce que l'implant, ça donne un son très très métallique, et c'est pas du tout une oreille, c'est pas du tout magique. C'est par contre, dès qu'il y a du bruit et tout ça, ça devient vraiment très très gênant. Et aussi la surdité complète, c'est-à-dire que comme il y a une partie extérieure, quand Manon enlève son implant, c'est le silence. Et ça, c'est vécu par les spectateurs en voyant le film. Vous nous associez, et justement, vous évoquez cet implant qui a été posé à Manon Altazin. On va en parler avec vous, Anna. De quoi s'agit-il ? Oui, je vais essayer de vous l'expliquer assez simplement. Un implant cochléaire, donc c'est son nom technique, c'est une vraie oreille électronique qui est destinée aux personnes atteintes de surdité sévère et profonde, c'est-à-dire à partir du moment où on ne peut plus entendre, par exemple, la sonnerie d'un téléphone. Cet implant, il se compose d'une partie externe qui va capter les sons et d'une partie interne qui nécessite une opération sous anesthésie générale. On va venir implanter sous le muscle de la tempe une antenne et une quinzaine d'électrodes qui vont faire le travail de 3500 cellules qui sont endommagées chez les personnes malentendantes. Mais la difficulté, c'est qu'après l'opération, vous l'avez dit, il y a toute une phase de rééducation auditive qui peut durer des mois. Les médecins ORL vont devoir niveler le volume sonore. Les orthophonistes, eux, vont travailler vraiment à la stimulation des zones du cerveau qui permettent la compréhension des mots. Et puis, on le voit aussi dans le film, ça demande un petit peu d'adaptation. Pas de sport à risque, pas de manège extrême et surtout pas de baignade. Alors vous, Manon, comment est-ce que vous avez vécu l'installation de cet implant quand vous étiez petite fille ? Alors, concernant la première implantation, j'avais 8 ans. J'étais assez jeune et ça a été difficile, effectivement, parce que c'est une très grosse opération, lourde. C'est 8 heures ou 9 heures d'opération, je crois. L'anesthésie est générale. Et puis, lorsque la première fois on fait les réglages et qu'on entend, ça n'a rien à voir, en fait. Dans la sensation, effectivement, le son est très métallique. Il faut s'investir énormément. Il y a une grande rééducation très longue de l'orthophonie. Donc tout ça, c'est vrai que moi j'avais très envie de jouer avec les autres enfants de mon âge, d'aller à l'école et malheureusement il fallait que je continue les séances d'orthophonie et de rééducation. Donc c'est ce qui était difficile. Moi je suis sourde, mon identité c'est celle-ci, l'identité d'une sourde et l'implant ne remplace pas l'oreille, je n'entends pas grâce à l'implant. Et est-ce que votre frère l'a vécu de la même façon que vous ? Alors mon frère a été implanté plus jeune, il avait 3 ans à l'époque, et donc il récupérait le son plus facilement, plus rapidement.
Mais après, il a énormément souffert puisqu'il avait des douleurs suite à cette opération, suite à cette pose d'implant. C'était très difficile pour lui, mais il entendait mieux que moi. Il avait une récupération qui était optimale par rapport à la mienne. Un extrait du film de Dominique Fischbach. Tu sais que maman, elle n'entend pas, maman. Elle n'entend pas la moto. Non, et son petit frère Maxime, pareil, il n'entendait pas. Même 8 ans après, c'est toujours difficile. C'est douloureux, ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière pour toi, cette colère? C'est quoi? Un abandon comme ça, tout à fait, dans l'éducation nationale. C'est vrai que si on avait été informé de ça, on aurait pu... C'est inimaginable, on aurait je pu ne pouvais réagir pas plus vite. l'imaginer. Dominique Fischbach, comment filmer l'absent, le petit frère de Manon Altazan, Maxime, qui est mort, peut-être conséquence de sa surdité? Comment filmer cet absent? Alors, dans ce film, j'avais 2 absences. En plus, j'avais l'absence de Maxime et j'avais l'absence de la grande sœur aussi, Barbara, qui n'était pas là au moment du tournage au présent. Et en fait, justement, ça m'a demandé de jouer sur leur présence à travers tout ce qu'on peut retrouver dans les photos, les archives. C'est une famille qui s'est beaucoup filmée. J'ai récupéré 80 heures d'archives familiales. Incroyable. Et dedans, j'ai pioché en plus, qui sont très belles. Donc, j'ai pioché dedans des moments forts. Et puis, Maxime, je l'ai symbolisé par un son. Qui était un son d'ambiance de ce beau coin de montagne ensoleillé en Haute-Savoie. Voilà, pour qu'à chaque fois qu'on revienne sur lui, il y ait ce son qui revienne aussi. Donc voilà, par les sons, par les images. Et par une petite maison miniature à la fin du film, n'en disons pas plus. Voilà. Manon Altazan, l'ascension, la hauteur, s'élever, se dépasser, ça passe par des randonnées qu'on vous voit faire, ça passe par l'ascension du Mont Blanc que vous avez faite, ça passe par le fait que vous soyez la seule femme sourde pilote de petits avions et d'ULM, ce qui en soi est totalement invraisemblable et dingue. Ça correspond à une espèce de vision allégorique de votre existence, toujours s'élever plus haut, au-dessus de cette condition de femme née sourde, comme vous dites. Eh bien, écoutez, c'est ma vie. J'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore apprendre, je suis très curieuse et je trace ma route. Mes parents ont toujours été là en soutien auprès de moi pour m'encourager dans chaque étape de ma vie. Et je trouve que la vie, en fait, sème sur mon parcours des choses dont il faut que je me saisisse pour avancer. C'est comme ça, je suis comme ça. L'inclusivité, c'est un problème. Il y a plus de 360 000 très malentendants et personnes sourdes en France. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer à l'école, dans les institutions, dans les transports, partout? Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez, Manon Altazan? Mon objectif, en fait, sur l'accessibilité, c'est qu'il y ait plus de langue des signes, qu'il y ait plus de sous-titres, d'images, de messages visuels partout, dans les trains, dans les transports en commun, dans les cinémas, à la télé, dans les échanges aussi, en direct, qu'on puisse utiliser la langue des signes. Pourquoi ne pas l'enseigner à l'école, cette langue des signes, directement pour les enfants, pour qu'ils puissent s'en saisir? Moi, je vois mes enfants, ils sont en demande de ça, et toujours, ils me demandent comment on signe tel mot ou tel mot. Voilà, donc c'est des choses qui s'assimilent assez facilement quand on est jeune, comme l'anglais, l'italien. Pourquoi on ne proposerait pas au même titre la langue des signes française? Et bien voilà, vos enfants, qui, précisons-le, ne sont pas sourds, ni l'un, ni l'autre, ni Mathéo qu'on voit dans le film, ni votre petite fille. Non. 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 Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les trois, Donatella Charter, pour avoir interprété en langue des signes, Dominique Fischbach et Manon Altazan. Merci pour ce film absolument merveilleux, renversant, avec cette femme hors norme, voilà, qui est là avec nous ce soir. Merci d'être venue. Elle n'entend pas la moto demain en salle en France. Et on passe à notre débat sur la Syrie, un an pile après la libération de Damas par un groupe de rebelles dirigé par un djihadiste devenu président de transition de la Syrie. Ses promesses, démocratie et respect de toutes les minorités sont-elles remplacées par une dérive autocratique et liberticide? À quoi ressemble la Syrie d'aujourd'hui? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Manifestation de joie et parade militaire hier à Damas. Les Syriens ont célébré le premier anniversaire de la fin de la dynastie Assad et de 54 ans de terreur.
Le plus important, c'est que nous respirons la liberté. Avant, à Damas, on n'était pas en sécurité. On ne pouvait rien dire. Les murs avaient des oreilles. 8 décembre 2024, fin de règne pour Bachar al-Assad, accusé d'avoir utilisé répression, torture et armes chimiques contre son peuple. En fuite, réfugié en Russie, il a été chassé du pouvoir par le chef d'une coalition de rebelles. Ahmad al-Shara, ancien djihadiste devenu président par intérim, a lancé hier un appel à l'unité de la Syrie. Nous déclarons la fin de l'ère du despotisme et de la tyrannie pour inaugurer une nouvelle aube radieuse fondée sur la justice, la bienveillance, la citoyenneté et la coexistence pacifique. Une coexistence complexe sur fond de violence intercommunautaire contre les Alaouites et les Druzes. Toutes les minorités s'inquiètent, d'autant que les Druzes, mais aussi les Kurdes, n'étaient pas représentés lors des premières élections législatives post-Assad organisées en octobre. Ce déplacé kurde n'a pas fêté hier la chute de Bachar al-Assad. Moi, je ne vois aucune différence. Et je me demande qu'est-ce que ça change si Bachar al-Assad quitte le pouvoir et qu'un autre homme fort le remplace. La stabilité politique passera-t-elle par une stabilité économique? Un défi dans une Syrie dévastée par 14 ans de guerre. Ce Syrien, réfugié en Europe, a retrouvé il y a quelques mois sa maison en ruine. Un retour au pays difficile. Au début, j'étais heureux d'être là, mais maintenant, je regrette ma décision, car je ne trouve pas de travail. Alors comment la Syrie exsangue et morcelée peut-elle se relever? Le nouveau président, accusé de centraliser le pouvoir, est-il l'homme de la situation, au risque de voir la transition démocratique basculer vers une dérive autoritaire? Nos trois invités, Omar Youssef Souleyman, tout d'abord. Bonsoir, écrivain franco-syrien. Votre dernier livre, Les complices du mal, vient de paraître avec un chapitre consacré à votre retour en Syrie en janvier de cette année, janvier 2025. Selon vous, le nouveau régime syrien n'est pas une dictature, mais ce n'est pas non plus une démocratie. Les massacres continuent sans que l'armée ne puisse les empêcher, car cette armée est encore beaucoup trop divisée. À côté de vous, Agnès Levallois, bonsoir, présidente de l'IREMO, spécialiste du Proche-Orient. L'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Votre ouvrage, le dernier essai, Livre noir de Gaza. Selon vous, la question économique sera essentielle dans la stabilité du pouvoir syrien. Le président al-Shara l'a compris en faisant tout pour obtenir la levée des sanctions internationales, puisque ce pays était un pays paria jusqu'à il y a peu. Et à côté de vous, Anthony Samrani, bonsoir, rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour. Après la nuit, dossier dans l'édition spéciale de L'Orient le Jour consacré à la Syrie, je signale donc. Et selon vous, même si l'intégration des nations pourrait limiter la radicalisation du pouvoir, la question de la réconciliation communautaire intérieure est centrale. Elle apparaît presque impossible aujourd'hui. Et on démarre avec une évocation de Janus à propos de Al-Shara. À cette figure de la mythologie aux deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Voici Abou Mohamed Al-Joulani enturbané du temps où il dirigeait un mouvement djihadiste versus Ahmed Al-Shara, donc qui parle avec les grands dirigeants de ce monde désormais. Omar Youssef Souleyman, celui d'aujourd'hui a-t-il pour vous effacé celui d'hier? Non, pas encore au moins. C'est-à-dire, celui d'aujourd'hui, son discours pourrait être rassurant, pourrait être brillant. Or, dans les faits, ce qu'on a vu le mois de mars dernier, par exemple, des massacres contre les Alaouites, en juillet... Une des minorités, c'est celle qui soutenait Bachar al-Assad auparavant. Effectivement, ou contre les Druzes, qui ne soutenaient pas Bachar al-Assad, mais ils sont différents au niveau de religion des sunnites. Ce que j'ai vu personnellement, quand je suis rentré le mois de janvier dernier, j'ai visité les quartiers alaouites à Homs. Il y avait des familles qui étaient expulsées de leur maison, des familles qui ont été virées de leur travail, et aussi la peur chez les Alaouites, surtout dans cette ville, Homs, qui est divisée entre sunnites et alaouites. Et ce que je trouve, et je termine là-dessus, ce qui est le plus grave, c'est l'absence de la justice jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le pilier de la gravité en Syrie et le pilier de la peur pour l'avenir syrien. Vous voulez dire que ceux qui ont commis des massacres n'ont pas été jugés? Ils ne sont pas encore jugés. Oui. Agnès Levallois, ça vous semble justifié comme diagnostic? Il n'y a pas de justice, donc il n'y aura pas d'autocritique et de progrès? Pour l'instant, il n'y a pas de justice. Il y a eu un premier procès il y a quelques jours à Alep, des responsables justement des massacres d'Alaouites qui se sont déroulés en mars dernier. Alors même si ce procès a été assez expéditif, mais il y a quand même une prise en compte de cette dimension par le nouveau pouvoir qui se rend compte que c'est une question
question très importante pour une grande partie de la population syrienne. Les outils ne sont pas encore vraiment à la hauteur de l'enjeu que ça représente, donc il y a un travail énorme encore à faire dans ce domaine, mais il y a une prise de conscience, en tous les cas, me semble-t-il, de la part de ce gouvernement, avec des limites certaines pour l'instant, mais il y a quand même eu un début, et c'est pas si souvent que l'on voit ça dans ce genre de situation, et donc je pense qu'il faut quand même montrer qu'il y a eu un début de quelque chose, même si, je le répète, c'est loin d'être suffisant à ce stade. Anthony Samrani, et vous voyez quoi dans Ahmed al-Shara aujourd'hui? Est-ce que c'est un démocrate ou un nouveau despote? Entre les deux, il se réfugie beaucoup derrière sa famille, il a placé ses proches, ses frères même, on va le voir, c'est presque très clanique. Oui, c'est clanique. Certains disent, vous voyez, son frère en charge de la reconstruction de l'économie et un autre secrétaire général de la présidence ont dit qu'il est en quelque sorte le Premier ministre. Je vois avant tout un animal politique, je vois un homme pragmatique, je vois un homme qui a une vision du pouvoir assez autoritaire, sans être pour autant dictatorial. Je vois un homme qui, du point de vue des mœurs, est plutôt conservateur, plutôt islamiste sans être nécessairement djihadiste. Du point de vue économique, qui est plutôt libéral, voire ultralibéral, et qui incarne une forme de revanchisme sunnite. C'est-à-dire que la communauté sunnite, qui a été la communauté victime par excellence depuis 2 décennies, 3 décennies au Moyen-Orient, aujourd'hui a trouvé son héros. Et c'est ça qui rend aujourd'hui, c'est très difficile pour nous de commenter la Syrie. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a une grande majorité des Syriens, 80% selon un sondage récent, qui sont très heureux, qui se félicitent de ce changement de pouvoir, qui étaient en liesse encore dans la rue. Et d'un autre côté, on a des minorités qui sont effrayées. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? La joie de la grande majorité ou la peur des minorités? Moi, je réponds, il faut absolument raconter les deux. Les deux en même temps. Et alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna les femmes. Alors, les premières élections législatives ont eu lieu il y a tout juste 2 mois et elles ont été très critiquées. Notamment à propos des femmes et des minorités. Tout à fait. Le nouveau Parlement syrien est critiqué pour plusieurs raisons. La première, c'est le mode de scrutin indirect. On va le voir sur les 210 membres que compte le Parlement. Les 2/3 ont été élus par des comités électoraux, eux-mêmes nommés par la commission électorale qui a été mise en place par Ahmed El-Shara. Quant au tiers restant, il a aussi été désigné, là cette fois-ci directement par Ahmed El-Shara. La deuxième raison, c'est le manque de représentation des femmes, vous le disiez Elisabeth, 4% seulement, et des minorités. 2 sièges ont été attribués aux chrétiens, alors même qu'ils représentent près de 10% de la population. Et puis la troisième raison, plusieurs provinces, on va le voir ici, à majorité kurde et druze, ont été exclues du processus électoral. Ce ne serait que temporaire, selon le porte-parole de la commission électorale, qui avance des raisons de sécurité. Donc dans l'Assemblée actuelle, on retrouve essentiellement des hommes sunnites qui dominent, des notables, des professions libérales et des universitaires, plutôt conservateurs libéraux, vous l'avez dit. Et là où certains pouvaient craindre une surreprésentation de religieux extrémistes, ce n'est, semble-t-il, pas le cas. Les religieux ne représentent dans cette assemblée que 7%. Agnès Levallois, une dizaine d'ONG ont dénoncé cette absence de pluralisme. Est-ce qu'on se dirige vers une concentration des pouvoirs autour de la personne d'Ahmed El-Shara? Oui, aujourd'hui, on a typiquement un pouvoir incarné par El-Shara et qui s'appuie sur ceux en qui il a confiance. C'est le grand mot qu'il utilise pour justifier ce comportement. Donc toute la question et le défi maintenant qui se pose, à mon avis, Ahmed El-Shara, comment va-t-il ou non élargir cette base? S'il arrive à élargir cette base, à mon avis, on peut espérer un meilleur pour la Syrie. Si, en revanche, il n'arrive pas à faire confiance et à élargir la base dont on parle, à ce moment-là, on risque d'être confronté assez vite à des vraies difficultés parce que, justement, toutes ces craintes vont s'exprimer. On peut concevoir que, dans un premier temps, Ahmed El-Shara, en arrivant à Damas, s'appuie sur les siens, sa famille, on l'a vu avec le petit destin tout à l'heure, puis s'appuie sur les sunnites en qui il a confiance parce que cette question est absolument essentielle. Mais il ne peut pas gouverner Damas comme il a gouverné Idlib, qui était la région d'où il vient. On parle d'idlibisation de la Syrie, c'est-à-dire qu'il appliquerait à la Syrie tout entière les principes extrêmement autoritaires qu'il y avait eu à Idlib. Oui, c'est exactement lorsque son groupe de rebelles djihadistes... Qui ont pris tout le pouvoir, sur toutes les villes syriennes. Mais juste pour la situation des femmes, c'est un sujet très important. Au moment de mon retour en Syrie, j'étais tellement surpris du fait que certaines femmes
ont tellement peur de marcher. Par exemple, là, je parle de la liberté individuelle. C'est un sujet, c'est pas rien non plus, vous voyez. Ils ont peur de marcher dans les rues sans mettre le voile. À Homs, par exemple, plusieurs femmes m'ont raconté qu'elles ont été agressées parce qu'on en voilait une femme et un homme. S'ils marchent aujourd'hui dans la rue, si elles ne sont pas mariées ou n'appartiennent pas à la même famille, ils peuvent être aussi agressés. Tout ceci pourrait aussi exploser au bout d'un moment. Parce qu'aujourd'hui, les Syriens, ils sont fous de joie. Y compris moi, hein. On est très heureux que le régime de Bachar al-Assad ait dégagé finalement. Cela m'a permis personnellement d'y aller, de voir ma mère 13 ans après exil. Mais sommet est très important. C'est que ce ne sont pas les principes de la révolution syrienne. On n'a pas sacrifié des années et des années de nos vies pour retomber sur un régime autoritaire, parce que, comme vous avez dit, ce n'est vraiment pas du tout le processus de la démocratie, ni par rapport à la Constitution. Al-Shara même, qui a nommé un comité qui a écrit sa Constitution, et il y a un article dans la Constitution que pas beaucoup de monde l'a marqué, c'est que le Parlement aujourd'hui n'a pas le droit de questionner Al-Shara. Le président Al-Shara. Le président Al-Shara. Donc, ça veut dire Al-Shara, il peut faire tout ce qu'il veut. Oui. Donc, au bout d'un moment, aujourd'hui, les Syriens, ils sont très heureux parce que pour beaucoup d'eux, vous avez dit que 80%, pour beaucoup d'eux, Al-Shara, c'est le sauveur. Oui, y compris mon petit frère, par exemple. Il a fêté hier et aujourd'hui, il est allé à Damas, etc., ce qui est légitime. Or, cela, à mon avis, ne va pas continuer parce qu'au bout d'un moment, ça va exploser et on va voir et alors et après. Alors, Anthony Samrani, puisqu'on parlait de la religion, quelle est la place de la religion dans le projet d'Al-Shara, justement? Parce que dans le Figaro, on parle des programmes scolaires où il serait écrit un nouveau programme scolaire édité par le nouveau pouvoir et où il est écrit « Juifs et chrétiens sont écartés du chemin du bien ». Donc on s'interroge aujourd'hui sur quelle place veut-il donner à la religion? Elle est présente, mais pour l'instant, elle n'est pas... disons qu'elle n'est pas partout, elle n'est pas imposante. Il s'est servi de la religion, notamment dans une logique de conquête du pouvoir, mais aujourd'hui, on voit plus l'aspect communautaire que l'aspect religieux. Je m'explique. Il met beaucoup plus en avant sa dimension sunnite, c'est-à-dire que là, par exemple, hier, dans son grand discours pour la célébration des 1 an, le discours a été fait à la mosquée des Omeyyades. Il y a eu une référence dans les personnages qu'il a cités. Les personnages, c'était Saladin, c'était des personnages qui ont fait le succès des Omeyyades, et on sent qu'il y a cette volonté vraiment de ressouder la communauté. Sur la question religieuse, je pense que ça dépendra beaucoup. Moi, je suis convaincu que l'évolution de Sharia dépendra beaucoup plus de l'évolution de la Syrie que le contraire. C'est-à-dire, je m'explique, plus la Syrie va être une terre qui est prospère, avec de l'argent, avec une possibilité de reconstruction, avec des pays qui investissent, avec un terrain géopolitique plus stable, plus lui aura la tentation de se modérer. Et inversement, il se radicalisera, si ce n'est pas le cas, pour conserver le pouvoir. Oui, et pour unir la Syrie, puisque c'est aussi ça l'enjeu, c'est de réunir un pays fracturé. Écoutez le porte-parole sur ce sujet-là du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric. Mr. Guterres said that what lies ahead is far more than a political transition. It is a chance to rebuild shattered communities and heal deep divisions in Syria. A future in which every Syrian, regardless of their ethnicity, their religion, gender, or political affiliation, can live in security, inequality, and in dignity. Agnès Levallois, son enjeu, c'est d'unir un pays qui est très fracturé entre toutes ces communautés différentes, c'est ça? Oui, parce que c'est un pays qui a été fragmenté quand même par le système Assad pendant 54 ans, père et fils, et par la guerre. Donc on a un pays extrêmement fragmenté, et donc il a très bien compris que l'enjeu, c'était de réunifier le pays pour surmonter justement toutes ces tensions qui existent et pour éviter le risque de massacre à nouveau, comme on a vu malheureusement contre les Alaouites et contre les Druzes. Mais il refuse une fédération aujourd'hui, il veut quelque chose de décentralisé, qu'on a du mal à cerner, pour ne pas perdre le pouvoir, on a l'impression. Mais aussi, c'est un peu tôt, je crois qu'il y a un élément qui me paraît important, c'est le temps. On parle d'une transition là qui n'a qu'1 an pour l'instant. Et donc, il faut aussi un peu laisser du temps. On ne peut pas tout exiger et tout mettre en place du jour au lendemain. C'est un long processus. Lui, il est arrivé avec l'idée de reprendre l'ensemble du pays pour sortir de cette fragmentation. Mais on ne peut pas non plus exclure qu'à l'épreuve du pouvoir, il se rende compte qu'il faille mettre en place un système un peu différent. On l'a bien vu, il a signé un accord avec les Kurdes. Cet accord, pour l'instant, est resté lettre morte. Les Kurdes réclament leur autonomisation. Eux, ils veulent
Dans le nord de la Syrie. En gros, une autonomie comme les Kurdes irakiens ont obtenu en Irak. C'est un peu le modèle quand même qui fait rêver les Kurdes syriens aujourd'hui. Pour l'instant, Chara dit la Syrie est un pays, nous sommes tous Syriens et nous mettons nos appartenances ensuite. On est d'abord Syriens et ensuite on peut être Syrien, Kurde, Druze ou autre. Et donc c'est ça qu'il va essayer. Mais il ne faut pas exclure qu'à l'épreuve du temps et de la réalité des faits, il se rende compte que ce modèle qu'il aimerait vraiment mettre en place n'est pas complètement réaliste et peut-être qu'il va aussi amender cette façon de faire. Justement, mais Omar Youssef Souleymane, quelle est la relation entre ce président et la communauté kurde qui n'était pas extrêmement... Il y avait un accord qui était à deux pas d'être en mars dernier, justement, entre les Kurdes, entre le chef des Kurdes et Ahmad el-Shara. Or, les Kurdes l'ont annulé juste après les massacres contre les Alaouites, qui ont perdu confiance à Ahmad el-Shara. Ce que vous dites sur le temps est très important, effectivement. Mais le problème, c'est qu'on a le temps de la nature. C'est-à-dire, est-ce que le peuple syrien, surtout les minorités aujourd'hui, sont prêts à attendre encore plus pour Al-Shara ou ils ne sont pas prêts. Par exemple, juste il y a 10 jours, il y avait des grandes manifestations en Syrie des Alaouites pour avoir un État fédéral. En réaction, Ahmad el-Shara a appelé les Syriens à sortir dans des grandes manifestations pour exprimer l'unité du peuple syrien. Mais le résultat, c'était quoi? Ce sont les sunnites qui sont sortis, il y avait un affrontement entre des sunnites et des alaouites. Le problème des minorités aujourd'hui, surtout les alaouites sur la côte, c'est qu'on a des nombreux d'eux qui ont perdu leur travail, qui ont besoin de l'argent pour se nourrir quand même, vous voyez. C'est une situation horrible, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, il est possible d'avoir une révolution de faim, c'est très grave quand même. De la faim, vous De la faim, pardon. Deuxièmement... Oui, on parle de 90% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, entre 60 et 90%. Or, en ajoutant de la pauvreté, si vous me permettez, pour les Alaouites, qui est aussi le cas des Sunnites, c'est que les Alaouites, ils se sentent une grande marginalisation. Et aussi les Druzes, vous voyez, comme quoi qu'ils n'ont aucune participation dans le pouvoir, comme quoi qu'ils sont dominés par la majorité sunnite. Et ça, ce qu'il pourrait être, moi, c'est ça ce qui me fait peur, c'est que ça pourrait être à re-exploser à n'importe quel moment un nouveau massacre. Anthony Samrani, donc la stabilité politique, dit-on, peut passer par une stabilité économique, sauf qu'on ne la voit pas venir, là, en Syrie. Il n'y a pas tant d'investissements étrangers. 28 milliards avaient été promis, dont 11 milliards par le Qatar en octobre dernier. Et finalement, seuls quelques milliards sont arrivés, mais très peu au final par rapport à ce qui a été promis. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un engouement international. La bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi et finalement, il y a un paradoxe, c'est que sur la scène intérieure, pour l'instant, il n'a rien réglé, il n'a pas pensé les plaies et au contraire, comme ils l'ont très bien dit, il les a parfois aggravés. Mais sur la scène internationale, il a eu un succès diplomatique fulgurant. Un homme qui était à la Maison-Blanche et au Kremlin en quelques semaines pour un pays qui a été paria pendant très longtemps, et à l'ONU, et à Paris, etc. Mais on dit que derrière, il y a une méfiance, c'est-à-dire oui, on l'accueille, mais en même temps, il n'y a pas de système bancaire fiable, on ne sait pas comment ça va évoluer politiquement, donc il y a des réserves. Il y a eu le problème du Captagon, il y a un engouement. Quand vous parlez aux responsables du FMI, ils vous disent il y a un engouement pour la Syrie de la part des pays du Golfe qui sont prêts vraiment à mettre des milliards. Ce que je peux vous dire, par exemple, dans le cas libanais, ce n'est pas du tout le cas. Cela dit, pour l'instant, ce sont des promesses, et c'est des promesses qui se heurtent à plusieurs obstacles. Le fait que la loi César, la loi qui empêche les étrangers, enfin n'importe qui, d'investir en Syrie sous peine d'être sanctionné par les Américains, va être abrogée, mais elle ne l'a pas encore été officiellement. Le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure, c'est très difficile, ne serait-ce que d'enregistrer un papier pour une entreprise. Et n'importe quelle entreprise, si elle veut investir massivement, elle a besoin d'une visibilité à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Banque mondiale estime à 216 milliards de dollars le montant de la reconstruction de la Syrie. On voit que l'argent promis n'arrive pas, ou il arrive seulement par millions. Comment faire? Alors c'est vrai que pour l'instant, les pays du Golfe quand même ont décidé de payer les salaires. Le Qatar et l'Arabie Saoudite financent. L'électricité vient en partie aussi donnée par le Qatar. Donc il y a une prise en compte de la part de ces pays de la nécessité effectivement d'aider à la transition. Parce que si la situation économique ne s'arrange pas, on risque d'aller vers à nouveau une reprise. Un chaos qui déstabiliserait la région. Et ça, il y a le sentiment aujourd'hui que personne ne veut que ce chaos revienne en Syrie, aussi bien les pays du Golfe que les pays occidentaux, les Européens ou les Américains. Là, je rentre du forum de Doha où Ahmed el-Shara a été reçu en grande pompe avec une intervention pendant
1 heure. La Syrie était vraiment très présente dans beaucoup de discussions lors de ce forum, et c'était une façon, me semble-t-il, en tous les cas, de bien montrer qu'il y avait ce soutien international, qu'il était extrêmement important. Maintenant, effectivement, le grand problème, c'est le hiatus, si je puis dire, ou le fossé qu'il y a entre la vie au quotidien des Syriens, qui, eux, ne voient pas encore véritablement ces améliorations, et toutes ces déclarations, et le fait qu'Ahmed El-Sharaf fait le tour du monde actuellement, où il est très bien reçu, très bien. Il a compris que lui, il fallait absolument qu'il investisse à l'international, parce qu'en raison d'abord d'où il vient, il faisait peur, il faisait terriblement peur. Donc il faut qu'il rassure les marchés, et il faut qu'il rassure les diplomaties occidentales et du Golfe. Donc ça, il a réussi à le faire. Maintenant, s'il ne transforme pas cela en des améliorations tout de suite visibles sur la scène intérieure, c'est là où effectivement la situation risque d'être très compliquée. Omar Youssef Souleymane, est-ce que le salut peut venir de la diaspora syrienne, qui est importante, qui peut avoir des moyens, qui peut investir? Est-ce que vous, autour de vous, certains vous disent « je veux y retourner, y revenir, malgré une situation instable » Le retour des cerveaux. Parce que ce n'est pas, non, malheureusement, ce n'est pas rassurant jusqu'à l'instant, parce qu'on voit la situation des Syriens à l'intérieur, les rues, les quartiers, les villes qui sont déjà détruites, c'est-à-dire retourner aujourd'hui en Syrie dans l'insécurité. Vous voyez, l'instabilité encore, et pour reconstruire sa maison, après avoir travaillé des années et des années à l'étranger, ce n'est pas encore rassurant. Il y a quand même, je trouve, des Syriens qui commencent à y aller en restant là où ils sont, en Europe ou en Turquie, mais ils reviennent pour commencer à étudier la question et de voir ce qu'ils peuvent faire. Mais depuis l'Europe, très peu. Vous êtes optimiste? Il faut être optimiste. Moi, je suis optimiste parce que je parie sur la nouvelle génération. Ça, c'est un point très important à aborder. Pardon. Oui, pardon, Antoine. Non, je partage l'avis de Romain. Ce qui nous rend optimistes, c'est les Syriens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Syrie qui est très profond. Il y a une demande de démocratisation de ce pays, il y a une demande de justice, il y a une demande de complètement tirer un trait sur l'ère Assad et tout ce qu'elle a représenté. Et ce qui se joue en Syrie dépasse la Syrie elle-même. Vous parliez des minorités aujourd'hui. Quel pays aujourd'hui au Moyen-Orient a trouvé un modèle qui permettent aux minorités d'exister tout en étant un modèle plus ou moins démocratique? Quasiment aucun. Donc il y a quelque chose. Je veux bien qu'on soit critique sur Charia, il faut être critique, mais il faut avoir conscience de ce qu'est aujourd'hui l'état de la Syrie et de ce qu'est aujourd'hui, malheureusement, l'état de la région. Mais aussi, si ça marche si ça marche en Syrie, à mon avis, ça peut être un laboratoire absolument essentiel aussi pour l'ensemble de la région. Et ça, c'est un point, je crois, qui est très important. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en Syrie, on a 30% de la population sont des minorités religieuses et ethniques. Et ça pourrait être explosé à n'importe quel moment. Et vous pariez sur eux afin que cette diversité soit une richesse pour ce pays. Écoutez, merci à tous les trois d'être venus nous faire un état des lieux de la Syrie, nuancé et néanmoins qui se termine sur une note d'espérance. Merci encore. On reste dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. La France a restitué hier Tarbosaurus baatar. C'est un fossile de dinosaure qui a 66 millions d'années. Il est reparti en Mongolie, d'où il venait. Et en Espagne, retour de la Vierge de la Macarena à Séville, restaurée. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Hermès, car un des arrière-petits-fils du fondateur de ce temple du luxe et du savoir-faire français attaque en justice LVMH, autre fleuron du luxe plus récent, qu'il aurait dépossédé. C'est entendu. Le chiffre d'affaires de Hermès. Préparer son raid sur Hermès. Hermès est mieux valorisé en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Hermès, patronyme d'origine grecque répandu en Allemagne, désigne une marque française de luxe fondée à Paris en 1837 par le sellier harnacheur Thierry Hermès. 20 novembre, un milliardaire français de classe mondiale était mis en cause au tribunal de Paris dans le cadre d'un vol d'actions à un héritier Hermès. L'histoire est simple, c'est compliqué. Le super milliardaire, qui souhaite de longue date croquer son rival Hermès, a pu en 2010, en se renseignant sur les bisbilles entre nombreux héritiers, acheter discretos un gros paquet d'actions Hermès, dont un énorme paquet à cet héritier mieux doté que les autres. Celui-ci estime aujourd'hui avoir été volé. L'héritier réfugié fiscal suisse laissait un gestionnaire contrôler sa fortune jusqu'à ce qu'il veuille léguer son cosmique Grisby à son jardinier marocain et son épouse bohémienne espagnole. Il découvrira plus tard que ses actions ont été vendues en 2008 au milliardaire par son homme de confiance, par ailleurs retrouvé mort en juillet sur des voies ferrées. Ce duel flousier entre peau de vache, maroquinier,
a pour origine une maison familiale de la rue du Faubourg Saint-Honoré, œuvre d'un modeste artisan né dans un département français d'Allemagne et spécialisé dans les harnais pour chevaux. La gloire arrive au siècle suivant avec des carrés de soie et des sacs à main, la fortune aussi. Dans la mythologie, Hermès est l'un des multi-rejetons de Zeus, daron d'Hermaphrodite ou Priape, le dieu King Size, et lui-même dieu du commerce et des voyages, parfait pour fabriquer des valises cabines, mais aussi parce qu'il a barboté les bœufs d'Apollon, dieu des voleurs, parfait pour facturer ses valises 8 950 €. L'Hermès Édite. Les dessous d'une drôle d'affaire. Merci Thibault Nolte. Retour à Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour leur chronique. Alors Xavier, la France rend ses fossiles, et c'est pas une opération cosmétique. Non. Elle les rend à la Mongolie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors elle va rendre un squelette de Tarbosaurus bâtard, un cousin du T-Rex qui a 66 millions d'années. Vous allez nous parler du Tyrannosaurus Rex. Exactement, cette grosse bestiole, Elisabeth, parce que le 9 juin 1908, l'Université de Lyon accueille, venu des États-Unis, le professeur Osborne pour une conférence devant un public fasciné. Le recteur de l'université est là, le doyen de l'Académie des sciences est là aussi pour écouter Henry Fairfield Osborne, paléontologue, il est professeur à l'Université de Columbia, il est président du Muséum d'histoire naturelle à New York. Et qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il raconte le récit de ses expéditions à la recherche de fossiles dans les montagnes rocheuses au Texas jusqu'en Patagonie. Puis il explique comment se déroulent les fouilles qu'il dirige avec ici quelque chose de remarquable, un Français très élégant. La presse le remarque, bravo monsieur, et il éblouit tout le monde au moment où il projette des photographies de ces squelettes d'animaux préhistoriques. Et on a de l'iguanodon, du diplodocus, on a toutes ces bestioles-là, dont le tyrannosaure, le terrible tyrannosaure, plus de 6 mètres de long. Sachez que c'est lui, Osborne, qui quelques années plus tôt lui a trouvé son nom, et puis avec le sens du spectacle, un Tyrannosaurus, c'est-à-dire le tyran des lézards. Et là, c'est normal, parce que quand on est aux États-Unis et qu'on creuse un petit peu n'importe où dans le Wyoming, dans le Dakota, on va trouver des tas et des tas de fossiles. Et Osborne, d'ailleurs, se spécialise dans la reconstitution de ces fossiles avec des mises en scène édifiantes. C'est ça qui participe à l'engouement du public, à la diffusion même auprès du plus grand nombre de la paléontologie. Cette science qui alors est assez récente, elle a à peine plus d'une centaine d'années. La volonté de comprendre le passé, bien loin des explications antérieures, vous savez, un peu légendaires, un peu religieuses sur l'origine de ces animaux antédiluviens. Et c'était pas facile, parce que quand vous regardez les textes religieux, la Bible notamment, il n'y a pas de grosses bestioles dedans. Alors, comment les insérer? Finit que la religion égale la science, mais qui n'est pas incompatible avec la religion, et la volonté de donner des explications rationnelles, d'expliquer l'évolution du vivant. Vous savez, c'est là où les périodes sont bien identifiées, avec le Jurassique, avec le Crétacé. Et là, pour conclure, Osborne lance un appel, la mise en commun de toutes les collections de fossiles au monde. D'ailleurs, ça donne la volonté d'aller en chercher d'autres sans cesse, parce que élément après élément, découverte après découverte, se constitue cet immense puzzle, toujours incomplet pour comprendre tous ces animaux préhistoriques. Vous dire aussi qu'Osborne est un personnage fascinant, parce que dans son sens du spectacle, c'est lui qui donne le nom à un autre animal, le Vélociraptor. À grande vitesse, on est sûr qu'il aurait trouvé comme ça le nom s'il avait fallu un jour faire un film, vous voyez, sur tous ces animaux-là. En tout cas, après une telle conférence à Lyon, capitale de la gastronomie, c'est sûr qu'il dîne au resto. Ah oui, t'y es, T-Rex. T'y es, T-Rex. Évidemment. Ah oui. Et oui, voilà, nous l'avons. Hein, Marie? Et voilà. Alors, on part à Séville, chère Marie. Le retour de la Macarena, c'est une statue de Vierge qui fait partie de l'identité de la ville et qui avait fait scandale à cause d'une restauration ratée. Complètement ratée. Et puisqu'on part dans une basilique ce soir, je voudrais juste commencer cette chronique par une petite prière de gratitude à nos chères maquilleuses de l'émission qui savent ô combien il est délicat de retoucher les visages sans altérer l'identité de la personne. Et nous sommes toutes vierges. Non, mais j'arrête là la comparaison parce que voilà, on l'est pas, et puis on n'est pas vénéré comme la Macarena. La Macarena, c'est cette vierge iconique de la fin du XVIIe siècle, qui est nichée dans un retable de la basilique de la Macarena à Séville, et qui, comme beaucoup de statues de cette ville, sort tous les ans en procession pendant la Semaine Sainte. Donc elle sort le jeudi, juste avant Pâques. Et même les athées de Séville adorent cette Macarena parce que ça leur rappelle plein de souvenirs de leur enfance. Quand petit, tout chiffon, ils devaient se lever au milieu de la nuit
pour voir passer cette Vierge en larmes sur les épaules des membres de la confrérie. Voilà, maintenant qu'on a saisi l'importance identitaire de la Macarena pour la ville, vous pouvez comprendre le désespoir de certains des habitants qui ont découvert en juin dernier leur Vierge qui avait subi, disons, un petit nettoyage. C'était le projet à la base. Alors honnêtement, moi je ne suis pas très choquée par ce avant-après. Mais les habitants, eux, s'exclament qu'ils ne la reconnaissent plus. Ses yeux sont plus ouverts qu'avant, sa peau a blanchi, ses cils ont poussé, les plus dévots sont en larmes. On lit dans la presse, ils ont volé ma Vierge. Et les experts en art religieux reconnaissent que c'est vrai que le monsieur à la retraite de 85 ans qui a été chargé de ce nettoyage, il a été, c'est vrai, peut-être un petit peu fort face au tollé. Dans la panique, la confrérie de la Macarena fait immédiatement fermer la basilique au public et coupe les cils de la statue et rajoute en urgence un peu de rose sur les paupières et sur les joues. C'est pire. 2 jours après, manifestation devant la basilique, le peuple de croyants réclame de la transparence. Que fait-on à la Macarena? C'est pourquoi, en août, la confrérie a dû confier le bébé, enfin plutôt la maman, à un ponte de la restauration, un certain Pedro Manzano, qui lui a dû passer 3 mois dessus. Et à chaque étape de la restauration, il a dû faire des vidéos pour rendre compte de son travail. Donc il raconte, ça va du traitement de la statue contre les insectes, au désépaississement des paupières, etc. Ce lundi 8 décembre, c'était hier à 5h du matin, il y avait plus d'une centaine de personnes qui poireautaient devant la basilique pour retrouver leur nouvelle Macarena. Et alors, soulagement général, grand ouf, je ne sais pas comment on le dit en espagnol, mais les gens ont l'air contents. Il y a les mêmes photos qui sont publiées dans la presse, mais cette fois, ce sont des larmes de joie. Elle est de retour, titre le quotidien El País, qui aura consacré un tas d'articles à ce feuilleton andalou que nos maquilleuses en coulisses viennent de suivre avec attention. Non, mais la boucle est bouclée. Fossiles, enlève les fossiles. Formidable, vous êtes épatants. Merci à tous et merci de votre fidélité. On sera là demain, évidemment, à 20h05. Tchuss.